Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. On est absolument ravis de vous avoir pour une nouvelle session des Dimanches du Cloud. Et vous allez voir, on a un super sujet aujourd'hui. On va parler de threat detection sur AWS. Je vous en dis un peu plus tout à l'heure. Et je vous présente notre speaker du jour, d'ailleurs, qui va également se présenter ensuite. N'hésitez pas à vous mettre déjà sur silencieux. Enfin, je vais parler de logistique, hein, mais surtout, n'hésitez pas à mettre votre pays dans le chat. Ça fait toujours plaisir de voir d'où vous venez à ces dimanches du cloud. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous venez de partout et ça fait super plaisir. Alors, quelques mots d'info avant qu'on démarre avec notre invité du jour, Christian. Cette session, elle est enregistrée tout simplement parce que on va vous mettre à disposition le replay sur la chaîne YouTube de Le Cloud Facile. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, je mettrai le lien. Et sinon, vous allez sur YouTube, vous cherchez Le Cloud Facile et vous verrez qu'il y a tous les replays de tous les dimanches du cloud et encore plus d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Tous les participants sont sur silencieux, donc n'hésitez pas à vous mettre sur mute parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Mais n'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat, hein. Rendez cette session interactive, c'est très très important. L'enregistrement, on en a parlé tout à l'heure, il sera disponible d'ici demain. Et puis, quelques nouvelles à vous partager, quelques updates par rapport à lecloudfacile.com. Un, c'est le lancement d'un nouveau bootcamp de certification AWS Cloud Practitioner. Donc, si vous nous suivez, vous savez qu'on a déjà lancé un bootcamp sur le mois d'octobre, qui se passe très bien. Et puis, on va lancer un autre bootcamp sur le mois de novembre. Donc, si vous êtes intéressé à préparer et passer à cette certification avec l'aide de nos coachs, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je mettrai le lien dans le chat. Et puis également, sur le mois de novembre, on va lancer un bootcamp Kubernetes, donc, avec le coach Camus. Donc, ça va durer 2 mois, 2 mois d'accompagnement pour bien démarrer sur Kubernetes. On sait que beaucoup d'entre vous se forment au cloud, mais également ils se forment au cloud parce qu'ils veulent aller vers le DevOps. Et donc, c'est pour ça que ces bootcamps Kubernetes et DevOps sont très, très importants. Je mettrai également le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez démarrer, n'hésitez pas à vous inscrire. Moi, je suis absolument ravi de vous avoir encore une fois à ces Dimanches du Cloud, hein. Vous savez que les Dimanches du Cloud, c'est une initiative, c'est une série de workshops et de webinaires en ligne. C'est 100% gratuit et c'est avec des speakers tech d'exception qui partagent leur expérience et leur expertise sur des sujets autour du cloud. Aujourd'hui, je suis absolument ravi de recevoir Christian. Salut Christian. Salut, salut, salut. Merci à moi de m'avoir aujourd'hui et bonsoir à tous. Je te sens très en forme, Christian, et ça fait très, très plaisir. Ouais. Christian, j'ai quelques questions pour toi. Je ne sais pas si tu as déjà suivi à chaque fois, en fait, hein, avant de laisser la main au speaker. Je leur pose quelques questions, 2, 3 questions, pas méchantes, mais juste pour en savoir un peu plus sur toi. Donc, Ok. est-ce que ça te va? Pardon? Est-ce que ça te va si je te pose ces quelques questions pour démarrer? Oui, oui, ça me va parfaitement. Ok, super. Bon, bah, c'est parti alors. Alors, première question, si tu devais prendre un café, un thé ou un jus de tomate avec une Mhm. personnalité qui t'inspire, quelle serait cette personnalité et pourquoi? Un café avec une personnalité. Alors, je dirais une personnalité qui n'est pas vraiment liée au cloud ou à l'ingénierie ou elle s'appelle Carrie Irving, c'est un joueur de basket professionnel. Mhm. Et c'est une personnalité, bon, déjà, le basket, c'est un sport que j'aime beaucoup. Et aussi, c'est une personnalité que j'aime beaucoup aussi en dehors et sur le terrain. Donc, je suis beaucoup aussi. Donc, là, maintenant, si je vais prendre un café avec une personnalité, je dirais lui, Kyrie Irving. Ok, donc plutôt basket, hein. Ouais, ouais, plutôt basket, ouais. Ok, et c'est quoi ton super pouvoir? Ouais, je pense que tu peux dire basket, mais tu peux aussi dire autre chose. Ça fait partie de mes super pouvoirs, effectivement. J'imagine. Mais c'est comme mon super pouvoir. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire comme super pouvoir? Je sais pas, je dirais la patience. Mhm. Ouais. Après, c'est une qualité, c'est pas forcément une qualité, mais c'est quelque chose sur lequel je continue de travailler. Mais j'estime que je suis, voilà, assez patient pour certaines choses. Après, la vie m'enseigne aussi tous les jours, donc je suis forcé d'être patient un peu. Et surtout dans l'informatique, je pense que c'est important d'avoir la patience aussi de creuser les sujets
Ah ouais, carrément, carrément. Ouais, c'est quelque chose qui aide. Très bien, bah, super pouvoir, patience. Et puis, bah, si tu devais nous partager un projet ou un accomplissement dont tu es très très fier, quel serait ce projet? Un projet dont je suis très très fier actuellement, je dirais qu'il a abouti, c'est, on va dire, c'est un projet dans le cadre de mon travail de la mission que j'ai pu mettre en place comme ça, je vois de bout en bout, avec un super collègue à moi, Pierre-Ange d'ailleurs. Et Mhm. du coup, je dirais qu'à date, c'est ce projet-là dont je suis le plus fier parce que c'est quelque chose qu'on a monté Ouais, de rien jusqu'au, enfin, tu vois, quoi, jusqu'au déploiement et ça marchait bien. donc Donc, c'est c'était un game day. Du coup, c'est un peu un outil qui permet d'apprendre davantage sur un topic AWS de façon ludique avec des challenges. Et du coup, c'était orienté network. Donc, c'est un truc qu'on a mis en place et qui marche. Donc, je dirais qu'actuellement, ayant abouti, c'est ça. Donc, je suis le plus fier. ah bah ça c'est super. J'adore les game days et il faudrait qu'on en organise avec le Cloud Facile parce que c'est vraiment une façon ludique d'apprendre les technologies, en l'occurrence ici à AWS. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'adore, qu'on retrouve d'ailleurs dans les summits souvent. Hein, les gens Ouais, organisent c'est des. ça. Donc, non, bah, très bien. Bah, nous, on est absolument ravis de t'avoir. Je pense que la communauté aussi. Il y a de plus en plus de gens qui se connectent. N'hésitez pas à mettre vos pays dans le chat et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à Christian qui va nous parler de threat detection, mais qui va se présenter avant d'aller dans le vif du sujet. Christian, je te repasse la main. Si tu veux, je vais arrêter mon partage d'écran. Ça, tu Ouais. pourras prendre la main. All right. Alors, c'est ça tout de suite. Boum. Ok. Du coup, là, c'est bon. Je crois que tout le monde voit mon écran. Yes, on voit l'écran et c'est en plein écran, donc tu peux y aller. Ouais. Donc, bonsoir encore une fois à tous et merci d'être présents en ce dimanche soir. Merci d'avoir fait l'effort de vous connecter pour qu'on puisse discuter et parler ensemble de la détection de menaces dans AWS. Alors, au programme, on va voir plusieurs choses. Je vais commencer par me présenter, dire qui je suis un peu, dire, on va dire, le parcours que j'ai pris et comment je fais pour arriver là, devant vos icônes Teams. Ensuite, on va commencer à entrer dans le sujet en parlant dans un premier temps de pourquoi est-ce qu'on fait la détection de menaces, pourquoi c'est important de nos jours de mettre en place des éléments et des process comme ça. Après, on va embrayer sur dans AWS comment ça se passe. Puis pour justement essayer d'assess le process de détection de menaces AWS, on va parler de trois principaux outils que j'ai testés pour ce but-là. Et on va conclure tout simplement avec des moyens pour améliorer la détection de menaces sur AWS. Donc, c'est voilà, avec cette présentation, je pense que vous aurez une idée générale de c'est quoi la détection de menaces déjà, pourquoi est-ce qu'elle est importante, comment est-ce qu'elle se passe sur AWS et comment on pourrait l'améliorer par certains petits éléments qui ne sont pas très coûteux et qui sont pourtant très efficaces. En termes de niveau, je dirais que voilà, je vais parler des éléments de base. Je vais aussi essayer d'entrer en profondeur sur certaines notions pour justement pouvoir satisfaire tout le monde et que justement tout le monde puisse justement sortir de ce webinaire avec des idées claires ou au moins avec des informations nouvelles. Et aussi, en ce qui concerne les questions, comme l'a dit Amadou, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais faire des pauses à certains moments pour justement aller voir et répondre au fil de l'eau. Donc, let's go. On commence par qui je suis. Donc, je m'appelle Christian Chunte. Je suis un jeune ingénieur camerounais d'une vingtaine d'années qui, voilà, ingénieur en réseau de télécommunications et qui exerce actuellement en tant que consultant cloud de sécurité. Donc, pour retracer mon parcours de façon générale, donc voilà, je suis d'origine camerounaise. J'ai grandi, j'ai fait toute une partie de ma vie là-bas, jusqu'à de la naissance jusqu'à l'université. Puis, par le biais d'un concours à mon université que j'ai effectué ici en France, j'ai pu venir en France pour continuer d'évoluer professionnellement et je me suis spécialisé dans les réseaux de la télécommunication et plus précisément la cybersécurité. Donc, voilà, j'ai commencé par la sécurité un peu en premise, sécurité physique. Et par le biais d'expérience professionnelle, j'ai découvert le cloud, AWS notamment. Parce que de base, j'avais pour but d'améliorer mes compétences et d'élargir ces dernières-là
avec le cloud qui est une technologie qui est très à jour, je veux dire qui est très en mouvement et qui est voilà très connue aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce pas-là et depuis lors j'y suis resté. Donc bon, j'ai mis mon LinkedIn là où vous pouvez le consulter, mais le prime abord c'est moi. Et mon parcours de façon générale, bon là c'est juste pour vous montrer quelques certifications que j'ai pu avoir durant mon parcours jusqu'au jour actuel. Alors j'ai commencé par justement les certifications pour dans un premier temps découvrir le monde du cloud parce que forcément quand on s'y connaît pas, c'est compliqué de pourvoir des postes ou bien de vouloir travailler dans un environnement bien sans avoir des notions basiques. Dans ce sens, les certifications m'ont aidé parce que j'ai pu apprendre la base sur c'est quoi certaines notions, le cloud, comment ça marche. Et après, j'ai continué au fil de l'eau pour m'améliorer, pour apprendre de nouvelles technologies. Et c'est comme ça que j'ai continué de me former. Parce que la formation dans le monde du cloud, je trouve que c'est important. Et c'est un élément non négligeable. Et je continue de me former actuellement. Donc, c'est juste pour mettre un point d'honneur dessus que si vous êtes intéressé, si le cloud et les technologies comme ça vous semblent utiles, n'hésitez pas à vous former, à prendre des formations, à monter en compétences parce que c'est important et ça joue aussi forcément derrière lors de, par exemple, lors en postulant à certains postes ou bien dans le travail de façon générale. Alors, maintenant que vous avez une idée générale sur qui je suis, je vais passer sur le vif du sujet en parlant de détection de menaces. Pourquoi est-ce qu'on fait la détection de menaces actuellement? Parce on pourrait tout de bien se limiter à juste prévenir les menaces. Ça veut dire, OK, je mets mes systèmes d'information, je mets mes systèmes en place, que ce soit des environnements cloud ou on-prem. Et derrière, c'est bon. Je suis sûr que voilà, avec ces éléments, si j'ai une prévention totale et pas besoin forcément de détecter si quelqu'un veut cogner à ma porte ou pas. Donc, pourquoi la détection de menaces est importante? Pour plusieurs raisons, mais la principale est que le risque de cyberattaque est de plus en plus important déjà, dans la mesure où, avec l'avènement de nouvelles technologies, machine learning, intelligence artificielle, forcément, bah, le danger s'améliore aussi et les attaquants utilisent des technologies de plus en plus sophistiquées. De nos jours, en quelques minutes, on peut pénétrer un système d'information s'il n'est pas assez sécurisé. On peut utiliser les algorithmes justement d'intelligence artificielle, etc., pour pouvoir filtrer et passer sur plusieurs mots de passe en quelques secondes. Et de façon générale, le risque d'attaque est de plus en plus important. Et qui dit risque d'attaque important dit aussi une position qui est privilégiée à l'attaquant et qu'elle justement a le droit de tout faire. Parce que effectivement, elle n'est pas limitée dans la mesure où les entreprises, elles, dépendamment de leur domaine, elles sont limitées à un cadre spécifique, à des normes, à des standards, ne peuvent pas forcément utiliser certains moyens de prévention. Alors que l'attaquant, lui, bah, il est vraiment illimité, du moins il est limité que par sa morale, et il peut vraiment passer par tous les moyens possibles pour pouvoir attaquer un système d'information. Dans ce sens, il a un plus grand pouvoir, ce qui voudra aussi dire justement que aucun programme ou bien de façon générale la prévention, bien la sécurité à 100% n'est pas vraiment vrai, elle est un peu utopique actuellement. Donc, on arrive à un point où justement, juste prévenir et se dire, OK, j'ai par exemple mon firewall ou j'ai mon système qui va derrière empêcher qu'une personne entre dans mon système d'information, ce n'est plus valable dans la mesure où une personne qui a vraiment la volonté, a les moyens pourra toujours pénétrer votre système. Et de ce fait, il faut justement trouver une autre solution pour que même si le système est pénétré, derrière, on puisse au moins limiter les dégâts et être alerté. Et c'est là où la détection intervient, parce que qui dit détection, forcément, dit alerting. Et qui dit alerting, dit, par exemple, arrêt des serveurs qui sont touchés ou bien suppression de certains éléments. Et de façon générale, dit bah, arrêt de l'attaque et réduction des coûts liés aux incidents de sécurité. Donc, c'est pour ces raisons-là que la détection des menaces est un sujet très important actuellement et pour tout type d'entreprise, que ce soit des PME, des multinationales et tout, elles toutes ont au moins un système de détection pour pouvoir justement se satisfaire et ajouter une couche de plus à la sécurité de leur système d'information. Alors, après cette brève introduction sur la détection des menaces, on va passer sur AWS. Dans un environnement en primaire, de façon générale, il y a des moyens qui peuvent être utilisés. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a plusieurs moyens. Mais le cloud, c'est un environnement qui est complètement différent parce que c'est un environnement qui est en ligne, qui n'est pas, du moins, qui est managé et qui n'est pas physique pour nous. Donc, les systèmes de détection vont varier. Et notamment dans le cloud AWS, il y a un service en particulier qui est étiqueté et qui permet de façon unique, on va dire,
Mais bon, on verra plus tard qu'effectivement, il y a d'autres moyens qui peuvent venir s'y rattacher, de faire la détection de menaces. Et ce service-là s'appelle GuardDuty. Donc, GuardDuty, c'est le service dans AWS qui permet de faire la détection des menaces par lui seul. On va voir plus tard que d'autres process peuvent être utilisés, l'alerting, d'autres services que je présenterai. Mais GuardDuty à lui seul est un service qui est assez intéressant et qui, justement, fonctionne de la manière qui suit. Donc, voilà, derrière, c'est des algorithmes de machine learning d'intelligence artificielle qui sont développés par AWS. C'est un service qui est complètement managé. Donc, on verra dans le l'app qui suit que vous avez juste à l'enable, l'installer, et derrière, il marche. Donc, c'est un service qui est complètement managé et qui permet justement à travers ces algorithmes d'intelligence artificielle d'analyser l'environnement en place, analyser le comportement de l'environnement en place pour pouvoir savoir à quel moment il y a potentiellement une action malveillante. Concrètement, ça veut dire, on va prendre un cas simple, on suppose qu'on a un utilisateur qui a l'habitude d'effectuer des actions, par exemple, d'appel à une API spécifique ou bien juste des actions de get à travers une ressource ou bien des credentials ou quelque chose de la sorte. Si du jour au lendemain, il effectue une action de suppression, GuardDuty va se dire, c'est bizarre, avec les données qu'il aura déjà assimilées et l'algorithme qui sera déjà entraîné par l'activité du compte, il pourra détecter qu'effectivement, à ce niveau-là, il y a une action qui est bizarre, tout du moins qui n'est pas courante. Et là, du coup, voilà potentiellement une menace qu'il pourra détecter. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne de manière générale. Derrière, qui dit détection de menaces, dit forcément liaison avec d'autres services AWS qui gèrent plusieurs autres types de ressources. Et donc, dans son package gratuit, pas forcément gratuit, mais par défaut, en tout cas, GuardDuty s'intègre avec trois principaux services, notamment Route 53. Du coup, c'est le service AWS qui s'occupe de la gestion DNS, donc tout ce qui est nom de domaine, liaison, création de champs, le hosted zone, qui est le terme, on va dire, utilisé dans Amazon. C'est le service Route 53 qui gère et garde justement s'intègre avec Route 53 pour détecter des menaces liées à cette partie-là, nom de domaine. On a CloudTrail qui est, je finis juste avec CloudTrail, je réponds à ta question, Yannick. Donc, on a CloudTrail qui, lui, est le service, on va dire, qui permet de record tous les calls API qui sont effectués dans le compte AWS. Donc, concrètement, toute action que vous effectuez, que ce soit sur la console ou bien en ligne de commande, derrière correspond à un call API qui est effectué en direction ou bien en target de l'API d'AWS et du service en lui-même. Donc, derrière CloudTrail est l'entité qui va record tous ces éléments-là et en soi, ce sont des logs. Et du coup, Guard, ce qu'il va faire, c'est analyser ces logs-là pour pouvoir justement savoir si à un moment donné, il y a un call suspect qui a été effectué. Et donc, oui, je vais juste voir la question de Yannick. J'espère que ça ne t'interrompt pas. Tu peux répondre après, il n'y a pas de souci. Non, non, pas de souci, ça ne m'interrompt pas. Tu as dit la ligne directrice dans le choix des différentes certifications. Il y en a pas mal. Et comment savoir avec quelles sont les qui sont les plus utiles sur le plan de développement? OK. Pour moi, je dirais la ligne directrice, c'est plus mon domaine dans un premier temps, parce que je viens d'une formation en réseau de télécommunications, en cybersécurité. Donc, forcément, les certifs que je vais vouloir faire seront des certifs qui seront orientés vers ce domaine-là, donc orientés sécurité dans AWS. Parce que le cloud, c'est un environnement qui est assez large et je ne peux pas prétendre à tout connaître, à faire toutes les certifs du cloud. Je pourrais, si je veux, juste avoir les badges, mais dans mon cas, je veux vraiment me certifier sur des compétences que j'utilise au quotidien. Donc, il y a déjà mon domaine, la sécurité, et il y a aussi juste les connaissances que je veux avoir. Je prends l'exemple, par exemple, de la Solutions Architect, c'est une certif un peu d'entrée, et là, ça donne des informations générales sur AWS, donc des informations basiques qui vont être utiles pour entrer en profondeur. Donc, je dirais que c'est principalement ces deux éléments-là qui me font prendre une certif par rapport à une autre. Il y a des études d'entrée qui sont conseillées de faire, qui doivent être faites même avant de passer au professionnel ou aux spécialités. Et du coup, après avoir fait ces certifs d'entrée-là, pour les autres, justement, c'est vraiment en fonction de ce que je veux faire de mon domaine, de comment je veux m'orienter plus tard. Donc, ces deux éléments-là qui ont drivé mon choix de certification. Et forcément, ce que je fais au quotidien parce que
Les certifs, c'est bien, mais il faudrait aussi pouvoir les appliquer dans un contexte d'entreprise. Parce que derrière, si on n'applique pas, on oublie et après, ça ne sert plus à grand-chose. Est-ce que j'ai bien Yeah, monsieur. répondu à ta question? Yeah. Yes. Donc, pour continuer, voilà, donc j'ai parlé de CloudTrail et enfin VPC, qui est le service justement côté réseau, network, qui gère toute la partie réseau dans AWS. Donc, voilà les trois services de base qui sont pris en charge par GuardDuty. Et derrière, après ces trois services basiques de GuardDuty ici, il y a d'autres services en particulier qui sont cette fois-ci payants et qui peuvent justement être rattachés à GuardDuty. Donc, on a notamment ECS, on va dire, le service qui gère toute la partie containerisation, ADS pour les bases de données, Lambda, on va dire, c'est le service qui permet d'exécuter des fonctions à la demande en plusieurs langages différents. Et enfin, S3, qui est le service de stockage classique d'AWS. Donc, je vais juste te faire montrer de façon générale la console, comment ça se présente GuardDuty, comment on fait pour l'activer, que vous ayez une idée un peu de comment ça se passe avant de passer à la diapo prochaine. Donc, je pense que tout le monde voit mon écran. Donc, voilà, je suis connecté sur mon compte personnel AWS. Et du coup, il y a cette console aussi qu'on peut interagir avec le service GuardDuty qui fait la détection de menaces, je le rappelle. Donc, d'ailleurs, pour l'activer, encore une fois, il est complètement managé. Donc, pour l'activer, c'est assez simple. Get started. Après, on voit effectivement directement ce qu'il propose de façon générale, les permissions, les protections de plan, comme je dit, parce que en plus des services, on va dire qu'il propose par défaut, on peut activer des plans de protection pour d'autres, notamment les bases de données, etc. Donc là, on l'active, on l'enable et après, c'est tout. Derrière, il y a juste à venir voir ses findings lorsqu'il détecte. Et après, donc là, on voit les différents plans de protection qui sont autres et qui peuvent être désactivés à la demande parce que c'est pas une protection qui sont payants. Donc, forcément, il y a la partie gratuite de 30 jours et après, vous pouvez l'activer ou pas en fonction de votre contexte. Donc, c'est comme ça qui se présente. Et encore une fois, il est complètement managé. Donc, l'interaction avec le service est assez simple. Du moins, pour des besoins basiques. Après, pour des besoins plus complexes, c'est autre chose. Donc, maintenant qu'on sait un peu GuardDuty, ce qu'il fait, c'est qu'on va passer à la suite. C'est bien GuardDuty au vu des différents éléments que j'ai cités, mais il a plusieurs limitations. Ça veut dire que ce n'est pas le Graal de la détection de menaces. Première limitation, comme je dis, c'est les sources de données. Parce que, voyez-vous, il y a des sources de données qui sont par défaut. Et derrière, il y en a d'autres qui sont payantes. Donc, si on veut vraiment avoir une protection complète, il faudrait payer toutes les autres features, tous les plans de protection. Pour un environnement basique, ça peut être low cost, mais en fonction de l'utilisation pour des environnements, on va dire, assez intensifs qui consomment beaucoup AWS, ça peut devenir très cher. Donc, c'est un coût forcément à prendre en compte. Je parlerai aussi de la latence parce que, bon, comme je dis, il est basé en bas sur de l'IA et du machine learning. Donc, derrière, il faudrait qu'il ait un temps d'apprentissage. Ça veut dire que là, par exemple, je vais montrer comment je l'ai activé. Si dans mon compte n'y a aucune transaction, rien ne se passe, il ne va jamais rien remonter parce qu'il n'aura jamais appris de mes comportements et de mes habitudes dans AWS et ne saura pas détecter justement quelle activité est malveillante. Donc, c'est ça forcément un service qui sera plus intéressant pour les utilisations, du moins moyennes, voire intenses. Donc, les utilisations qui sont basiques, qui sont pas très élevées, il y aura potentiellement beaucoup de faux positifs. On en parlera un peu plus tard. Une autre limitation aussi, c'est la personnalisation limitée, dans la mesure où c'est l'algorithme, on va dire, de détection est complètement managé par AWS. Il n'est pas possible pour vous, client qui voulait le mettre en place, d'ajouter une règle, par exemple, custom, de rajouter certains éléments, de customiser de façon générale le service. Donc, vous ne pouvez que le lier avec d'autres éléments AWS, le rattacher, mettre potentiellement des règles, ou lui dire, OK, si tu as tel type de remontée, ça c'est un faux positif, il va en apprendre de ces données-là. Vous ne pourriez pas lui dire, remonte plutôt telle erreur, ou bien s'il y a un truc remonte comme ça. Donc, la customisation est très limitée. Et c'est donc à cause de ces limitations que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres moyens de mieux sécuriser ou bien de mieux détecter les menaces dans son environnement Amazon ou bien comment est-ce qu'on pourrait faire pour concrètement savoir quel type de menace GuardDuty ne permet pas de détecter? Bien, comment est-ce qu'on pourrait vraiment tester ces limitations que j'ai présentées ici? Et effectivement, c'est justement ça, le test des limitations justement permet de mettre en place des contrôles supplémentaires
qui vont nous permettre d'avoir une meilleure protection, une détection plus accrue et plus optimale, d'ajuster des mécanismes d'alerte justement pour que s'il y a des faux positifs, on puisse savoir de prime abord, on puisse être le plus d'optimal et le plus serein possible, et aussi d'affiner les plans d'intervention en cas d'incident. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai fait l'effort de tester des outils d'attaque qui vont me permettre de voir c'est quoi d'outils effectivement efficaces ou quel type de données ou bien quel type de menace il peut remonter. Donc, voilà, c'est dans cette logique-là que je me suis mis. Et pour ce faire, je vais présenter 3 outils. Donc, le premier outil, c'est Stratus Red Team. C'est un outil gratuit, open source, qui a été conçu par Datadog. Datadog, c'est une entreprise justement qui est spécialisée dans la cybersécurité en général, notamment le monitoring. Et c'est un outil justement qui permet d'émuler des attaques dans un environnement cloud, AWS ou Azure, mais bon, dans mon contexte, c'est vraiment uniquement AWS. Et le but justement, c'est d'émuler une activité réelle des attaques avec en cible l'environnement que l'on souhaite protéger pour voir justement si les mécanismes de détection qu'on a mis en place répondent vraiment et sont vraiment efficaces. Donc, l'outil sert à atteindre ce but. Et donc, voilà, c'est un outil assez intéressant et qui est pris en main assez facilement. Donc, il peut être installé avec Brew, par exemple, Homebrew, c'est un utilitaire de paquet pour Mac, mais pour Windows, c'est tout aussi facile. Donc, on l'installe directement, on installe le service, l'outil Stratus Red Team, et là, on a déjà l'outil en main. À savoir aussi que il se bat, en fait, l'outil a par défaut plusieurs techniques, plusieurs TTP, on appelle dans le langage, le jargon un peu cybersécurité. En gros, c'est des techniques qui sont utilisées, on va dire, par des attaquants, des techniques qui ont été remontées par les communautés de façon générale pour pouvoir justement attaquer ou mettre à mal un système d'information. Donc, l'outil GAD s'y propose par défaut plusieurs techniques, tactiques et procédures. Et ces TTP-là qu'il propose sont derrière basés sur la matrice MITRE que j'ai mentionné ici. Dans la matrice MITRE attaque, c'est une matrice qui répertorie, on va dire, les différents moyens, les différents process par lesquels un attaquant peut effectivement attaquer un système d'information et le détourner. Donc, tous ces éléments ont été développés par le constructeur et il se base sur cette matrice MITRE-là. Et justement, l'outil nous offre un panel de techniques à tester et à voir en fonction du contexte. Donc, là, je fais juste un récap de comment c'est passé pour moi. Donc, pour pouvoir afficher une technique particulière, on a juste à faire la commande de show. Et là, on va, dans ce cas, par exemple, la technique est de modifier le code d'une fonction lambda. Donc, le scénario est le suivant. On va dire déjà une fonction lambda. Je rappelle, comme j'ai dit dans les diapos d'avant, c'est une fonction de façon générale. Donc, le service s'appelle lambda, mais il permet justement d'éditer des fonctions en n'importe quel langage de programmation, Python, Node.js, etc., qui vont derrière automatiser certains process dans votre environnement. Donc, dans ce cas, le scénario est que on suppose que l'attaquant a pu atteindre la cible, c'est-à-dire l'ordinateur personnel d'un employé de l'entreprise cible par des moyens potentiellement de phishing, d'ingénierie sociale ou tous les moyens du coup dont il va disposer. Et actuellement, il a accès à l'ordinateur de la cible et aussi au compte AWS directement parce que la cible, par exemple, a leaké ses credentials à travers un repo GitHub ou parce que la cible, justement, a mis son mot de passe dans son bureau. C'est des petits éléments comme ça qui peuvent être exploités et qui nous rappellent qu'effectivement, il faut faire en sorte d'être le plus sécurisé possible dans son travail de tous les jours. Donc, l'attaquant peut obtenir ces informations et il a accès au compte AWS de la cible. Et à ce niveau, il parcourt le compte et il se rend compte qu'il y a des fonctions lambda justement dont le nom est intéressant. Et justement, il veut passer par ce service-là pour pouvoir persister son accès. Ça veut dire donner accès à d'autres identités extérieures ou bien juste modifier la fonction pour qu'elle puisse effectuer une action qui n'est pas son action de base. Donc, c'est ça le scénario qu'on le garde en tête. Donc là, c'est juste les différents éléments qui sont liés vraiment à Stratus Red Team, donc les différentes phases. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que l'outil Stratus est un outil qui permet justement de warm up, ça veut dire lui-même, il déploie les ressources qu'il va attaquer. Donc, c'est intéressant dans la mesure où on n'a pas forcément besoin
d'avoir un environnement qui est déjà mis en place pour qu'il puisse s'exécuter. Donc, lui-même, il déploie les ressources qu'il va attaquer. Ensuite, il les attaque avec la phase détonate. Puis, il les supprime. Donc, derrière, on a un environnement de test qui est propre et qui est intéressant. Alors, la première technique d'attaque dont le scénario a été expliqué un peu plus haut est celle-ci. Après, c'est en modifiant le code de fonction lambda. Et donc, voilà, donc elle se base sur forcément des. Là, c'est un standard Splunk qui décrit un peu la technique d'attaque et comment ça marche, mais c'est un peu le scénario qui a été expliqué plus tôt. Et là, donc, j'ai passé, du coup, les différentes étapes, le warm-up d'abord avec la fonction qui a été créée. Ensuite, la détonation avec la modification qui a été faite. Et voilà, et donc, à la fin, on a ma fonction d'engagement qui a été modifiée avec un code que j'ai mis moi-même à la main manuellement. Donc, maintenant qu'on a attaqué le système, logiquement, la prochaine étape, c'est de se dire, est-ce que GuardDuty, qui est le service de threat detection, a pu détecter ma modification? Et je vais laisser un peu le système parce que je vais en parler à la fin de la présentation des autres techniques d'attaque. Donc, vous pouvez essayer de réfléchir, ceux qui connaissent un peu déjà le service ou si vous avez des idées, on va en discuter dans quelques slides. Alors, seconde technique d'attaque que j'ai testée, c'est celle de filtrer un snapshot EBS sans le partager avec un compte AWS externe. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire EBS déjà, on va dire, c'est une entité qui permet de stocker des données en mode bloc. Parce que c'est généralement un volume qui est attaché à une machine virtuelle dans AWS. Et donc, ce qu'on veut faire ici, c'est faire une capture de ce volume-là, un snapshot à un instant précis, et partager cette capture-là avec un compte externe à l'environnement, à l'entreprise ou à l'organisation pour justement potentiellement exfiltrer des données et avoir accès à certains éléments personnels. Ça se fait notamment à travers un call qui s'appelle Modify Snapshot Attribute et qui justement permet de partager cette capture-là avec des personnes étrangères. Donc, voilà comment ça s'est passé. Encore une fois, avec Strategy Red Team, on fait le warm-up. L'outil crée lui-même la capture. Ensuite, il apparaît avec un compte externe. Et on voit bien à la fin que la capture a bien été partagée avec un compte dont la compte ID est 0, 1, 2, 3. Et là, on a juste à mettre la compte ID. Donc, il n'y a pas besoin que la compte ID soit une entité qui soit comprise dans l'organisation, tout du moins. S'il n'y a pas de process qui a été mis en place pour justement bloquer ce type d'action, derrière, c'est possible de partager avec n'importe qui. Donc, la détection intervient aussi à ce niveau-ci. Et pareil, on verra dans quelques slides si GuardDuty a pu détecter ce type de menace. Donc, le second outil que j'ai pu tester et que j'ai pu mettre en place s'appelle Leonidas. Donc, encore une fois, ma logique était vraiment de tester plusieurs outils parce que le Strategy Red Team n'a pas toutes les techniques qui existent. Et derrière, voilà, le but, c'est de tester les différents outils du marché ou bien ceux qui sont utilisés pour voir comment ils marchent, dans quelle mesure on peut les mettre en place pour exploiter certains environnements Amazon et voir encore une fois si la détection est bien respectée. Donc, le second outil s'appelle Leonidas, qui se comporte différemment de Strategy Red Team pour plusieurs raisons. La première des raisons est que c'est un outil qui est assez ouvert et c'est aussi un inconvénient dans la mesure où c'est un outil qui n'est pas très pris en charge ou pas très managé parce que c'est vraiment un framework qui est gratuit, qui est alimenté par la communauté. Donc, par rapport à Strategy Red Team qui est derrière, bien encadré par la table, là, c'est un outil qui est vraiment pas à jour, donc pas forcément que je sois un moment de production, mais qui est tout du moins intéressant. Un autre élément, c'est qu'il permet, contrairement à Static, justement, d'effectuer des tests en mode kill chain, donc d'enchaîner. Parce que généralement, en cas de cyberattaque, c'est plusieurs actions enchaînées qui entraînent justement l'accès non autorisé ou bien qui entraînent justement la mise en panne ou HS du système d'information. Avec Leonidas, il est possible d'exécuter des kill chains, donc d'enchaîner plusieurs attaques pour pouvoir arriver à ses fins. Et aussi, il fournit un template pour écrire ses propres attaques. Encore une fois, donc il est plus customisable là où l'outil précédent, là, c'était vraiment des techniques qui sont déjà mises en place par le constructeur. Donc, Leonidas, c'est un outil qui peut être utilisé localement sur AWS. Très intéressant. Donc, sur la partie utilisation sur AWS, c'est pour des buts justement d'utilisation d'environnement de production, de tests à grande échelle de tout un environnement, de tout un compte, par exemple.
Et juste pour expliquer, dans le cas du déploiement sur AWS, il utilise plusieurs services. Donc, on a, dans un premier temps, la définition, ce que j'ai dit plus haut, qu'on pouvait définir ses propres techniques d'attaque avec Leonidas. Et cette définition-là passe notamment par le service code commit, qui, on va dire, est un peu l'équivalent d'un GitHub, où on va justement pusher des codes. Code pipeline, qui est l'équivalent de GitLab CI, bien tout autre outil de pipeline qui va permettre de déployer des éléments. Et code deploy, justement, qui va déployer la nouvelle attaque qui a été écrite ou décrite par justement la personne qui veut tester. Ensuite, on a le service lambda qui va exécuter l'attaque, et l'attaque aura possible plusieurs services qui sont pris en compte par Guard Duty, justement, comme j'ai dit au début, notamment S3, CloudTrail, etc. Et enfin, les logs seront acheminés par voilà, l'outil custom qui a été mis en place par l'entreprise pour gérer toute cette partie-là. Donc là, ça concerne uniquement le déploiement de Leonidas ou bien l'utilisation de Leonidas dans un environnement de production. Donc, si on veut faire les choses vraiment carrées. Mais je ne voulais pas déployer dans un environnement de production, notamment parce que, comme je dis, c'est un peu outdated. Donc, il fallait faire plus de travail pour notamment modifier certaines librairies, etc. Donc, j'ai fait le test en local. Et c'est toujours tout aussi simple, il faut juste suivre la documentation et lancer l'API, lancer le cross 5000 et on peut directement tester des techniques d'attaque pour voir si la détection marche. Alors, du coup, pareil à Stratus, là, effectivement, l'API a plusieurs techniques d'attaque et plusieurs éléments par défaut qui sont utilisés et qui peuvent être testés. Autre élément que je n'ai pas forcément mentionné pour la présentation de l'outil précédent, c'est que tous ces outils-là, pour qu'ils puissent fonctionner, il faut qu'ils aient des droits. Donc, c'est pareil, pour qu'un attaquant puisse effectuer une action malveillante sur votre système, il faudrait qu'il ait des droits. Il faudrait qu'il ait accédé à certaines credentials par des moyens malicieux, qu'il les ait en main et qu'il les utilise pour interagir avec votre système. Et c'est pareil pour ces services, étant donné que le service ne peut pas faire de phishing, c'est nous qui devons du coup fournir des credentials à ces outils pour qu'ils puissent attaquer le système. Et donc, dans ce cas, c'est moi du coup qui ai fourni les différentes clés à l'outil, des clés du coup d'un compte de test AWS pour qu'il puisse exécuter toutes ces différentes attaques, du moins celles que j'ai testées. Alors, pour cet outil de Leonidas, la technique d'attaque que j'ai pu exécuter est celle de l'ajout d'une entité à la sum role policy d'un rôle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça voudrait dire, on a de prime abord un rôle. Un rôle d'AWS, c'est une entité qui permet de donner des permissions bien piquées d'exécuter des actions dans un environnement AWS et des actions justement qui peuvent être limitées dans le temps. Ça veut dire, avec un rôle, vous pouvez dire que cette personne doit avoir accès à cet élément uniquement pendant une durée précise. Et donc, c'est généralement un moyen qui est beaucoup utilisé pour donner des accès à des personnes extérieures à votre compte. Et du coup, là, à ce niveau, qu'est-ce que l'attaquant veut faire? L'attaquant veut ajouter dans le rôle une personne extérieure. Parce qu'un rôle, pour qu'il puisse être utilisé, il doit être assumé. Ça veut dire qu'il faudrait qu'une personne puisse lui dire que, OK, moi, je vais t'utiliser. Et donc, là, le but est justement de dire, ce rôle est utilisé par une personne extérieure à l'organisation. Et à ce niveau, c'est ce que j'ai fait. Donc là, comme les images montrent, j'ai donné les credentials qu'il faut. Et puis, les autres entités ont bien été rajoutées dans la sum role policy, du coup, qui est la politique où on définit les personnes extérieures qui vont utiliser le rôle. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, Leonidas permet aussi d'exécuter des kill chains. Donc, ça veut dire qu'on peut enchaîner des actions dans Leonidas et c'est à travers la documentation qui est très bien faite. Il y a un template. Comme je dis ici, je vais tester. Après, bon, je suis pas allé tout au fond, au très fond de mon imagination, mais c'est des éléments qui peuvent être intéressants si on veut vraiment faire l'effort de se mettre dans la peau d'un attaquant et de voir ce que ça peut donner. Aussi, Leonidas propose, voilà, un template pour écrire ses propres techniques d'attaque et pour justement essayer de modifier ou d'attaquer ou bien de justement mettre à mal un système ou une infrastructure AWS. Bon, ça, j'ai pas forcément testé aussi, mais les éléments intéressants qui peuvent être utilisés justement pour faire jouer notre imagination et derrière voir ce que ça donne. Dernier outil que j'ai pu tester s'appelle Paku. Un troisième outil qui fonctionne presque pareil que les autres, mais qui a une particularité aussi.
Non, Parcours, juste un framework, pareil que les autres aussi open source, conçu par une entreprise qui s'appelle Rhino Security Lab. Et il permet, un peu comme les deux autres aussi précédents, avec des particularités, d'émuler des attaques d'un environnement AWS, de tester les intrusions, et notamment intéressant pour la phase de post-compromission, donc tout ce qui va être potentiellement nettoyage de traces ou bien justement accès persistant. Donc, installation tout aussi simple, avec un seul pip, tout est réglé. Et ensuite, on liste les différents modules qui existent dans le parcours, on voit comment ça marche. Ensuite, là, en termes de technique d'attaque, ce que j'ai fait, c'est justement établir un accès de porte dérobé, c'est-à-dire donner un accès, on va dire, embarque un accès non autorisé, ou bien rajouter des identifiants. Concrètement, c'est la technique que j'ai testée, c'est j'ai essayé de rajouter des identifiants d'accès à un utilisateur, mais des identifiants qui ne sont pas prévus de base et qui vont me permettre à moi, attaquant, d'accéder à l'utilisateur. Donc là, c'est juste le screenshot de comment j'ai exécuté l'action. Et ici, concrètement, c'était juste, on a un utilisateur d'Amazon. L'utilisateur derrière, il possède des access keys qui vont être justement des clés qui vont permettre d'interagir avec le compte AWS en console ou bien en CLI. Et ce que je vais faire, c'est rajouter une access key différente qui va me permettre à moi, utilisateur malveillant, d'interagir avec le compte, en supposant que ce soit un compte qui, justement, ait beaucoup de droits. Donc voilà, c'est cette technique-là que j'ai essayé de faire. Effectivement, là, on voit qu'elle a marché parce que j'ai pu racheter une access key. Donc voilà, si vous suivez un peu ma logique depuis le temps, c'est que le but était de tester ces trois principaux outils pour voir les différentes actions qu'ils ont effectuées. C'est aussi intéressant de connaître des outils comme ça. Mais aussi, la première problématique qu'on se pose depuis le début est de savoir est-ce que Guard l'outil de détection des menaces, a pu détecter ces éléments? Sinon, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il détecte et comment est-ce qu'on peut détecter plus facilement, améliorer la détection de ces différentes attaques? Et c'est cette question qu'on va essayer de répondre sur la dernière partie. Je suppose que jusqu'ici, il n'y a pas de questions. J'ai pas forcément de notification sur le chat, donc tout va bien. S'il y a d'autres questions là, moi je suis déjà pratiquement vers la fin, donc je vais répondre directement à la fin. Donc, je vais noter les questions de Cédric, Franck et Lucie Sorel. Donc, je répondrai directement à la fin. Donc, en ce qui concerne l'attaque de filtration de Snapshot EBS, non, je rappelle un volume qu'on veut partager à l'extérieur. C'est un type d'attaque qui est détectable par GuardDuty, mais pas toujours. Ça veut dire que ça dépend vraiment du contexte. Si on se met dans une mesure où, par exemple, une entreprise a plusieurs partenaires extérieurs et que ces partenaires extérieurs-là, elle a mis un process, par exemple, de partage de certains volumes, de certaines images avec ces derniers, c'est des éléments qui pourraient être détectés par GuardDuty, mais qui pourraient être détectés en faux positif. Il va être détecté par GuardDuty, mais vous allez vous rendre compte que c'est une action qui est légitime parce que c'est normal pour moi. Et du coup, c'est des éléments qui peuvent, en abondance, vous limiter dans la détection, juste dans l'ouverture d'esprit et faire que le jour où il y a effectivement une action comme ça qui est malveillante, vous ne puissiez pas vous rendre compte. Et donc, c'est pour ça qu'en plus de GuardDuty, il est intéressant d'avoir d'autres éléments pour pouvoir justement alerter, être alerté surtout dans le cas où une personne spécifique a accès à un volume ou une personne d'un certain champ, d'un certain environnement a accès à ce volume. Donc, concrètement, l'autre élément qui pourrait être utilisé, c'est le service CloudWatch. C'est un service un peu de monitoring dans AWS et il pourrait justement vous aider dans la détection de ce type de menace. Donc, concrètement, je vais passer un peu sur la console pour montrer comment ça se passerait, mais on crée un metric filter en filtrant sur un pattern précis et derrière on crée une alerte pour que dès qu'il y a ce metric filter qui est trigger, on est alerté. Donc, je vais faire une passe rapide pour vous montrer comment ça se ferait. Donc, ça se ferait comme suit dans notre environnement AWS et on veut mettre en place justement ces moyens-là qui est facile de mise en place, qui est aussi gratuit dans une certaine mesure, vu que c'est des services, on va dire, qui fonctionnent en mode pay-as-you-go. En tant que vous l'utilisez pas, tant qu'il n'y a pas de données qui y transitent, vous n'êtes pas facturé. Donc, c'est un moyen qui est assez intéressant à avoir en plus pour être sûr que vous ne loupez rien. Concrètement, comment ça se fait? La première des choses à faire est justement
je parlais du service CloudTrail, d'aller dans le service CloudTrail qui, je rappelle, recorde les différents logs d'API de l'environnement et derrière créer un trail particulier. Un trail, c'est en gros une instance qui va contenir tous vos logs. Donc, il faudra en créer un et dans ce trail-là, on mentionne qu'on va envoyer les logs dans une autre instance qui s'appelle un CloudWatch Log Group. Donc, je simplifie au max pour que tout le monde puisse comprendre davantage. Donc, dans cette instance-ci qu'on appelle log group, qui on va dire, c'est comme CloudTrail, ça stocke des logs quelque part, on peut créer justement quelque chose qu'on appelle metric filter par ce moyen. Donc là, on vient. Un metric filter, c'est quelque chose qui va filtrer dans ces logs-ci pour voir s'il y a un événement qui ressemble au pattern qu'on aura mentionné. Donc concrètement, ici, on vient là, metric filter, on peut en créer un nouveau. Et ici, justement, à ce niveau-ci, on met le pattern qui a été mentionné ici et qui dit juste, OK, je veux que tu m'alertes si il y a un event, un call d'API qui est effectué et qui s'appelle Modify Snapshot Attribute, qui est le call qui nous intéresse. Mais on peut encore aller plus loin. On peut encore aller plus loin dans la mesure où, à travers le metric filter, on peut vraiment filtrer sur ce call qui est effectué à tel moment par telle personne ou par une personne extérieure. Donc, là, il faudrait justement écrire un pattern qui soit assez, du coup, développé avec les différents éléments de cron et des moments comme ça. Et peut-être pour vous montrer comment ça se passe, c'est comment vous pouvez justement mieux détecter ce type de menace. Donc, avec ce pattern qui est créé, on fait, j'en avais déjà créé un ici. Donc voilà, le petit filter créé, la prochaine étape, c'est de faire mettre en place une alarme. Parce que maintenant qu'on a quelque chose qui va détecter ce pattern, ce call précis, il faudrait qu'on puisse être alerté lorsque ce call s'effectue. Et du coup, là, c'est à travers ce create alarme qu'on le fait. Et derrière, on crée une alarme qui va être envoyée potentiellement par mail, principalement par mail ou bien qui peut être envoyée par plusieurs autres moyens. Donc là, c'est juste les catégories. Si on veut qu'elle soit statique, on veut que l'alarme soit peut-être dès que l'événement est envoyé plus de 2 fois ou est envoyé plus de 3 fois. Donc, c'est vraiment configurable au besoin. Et donc, par exemple, je vais mettre une valeur 1 par défaut. Et derrière, next, on voit où est-ce qu'on peut envoyer l'alarme. On peut l'envoyer justement dans un topic SNS qui correspond ici, on va dire, à une autre instance qui va permettre de retransiter vers des emails. On peut envoyer à des lambda, qui est là, c'est la fonction qui permet d'écrire du code. Il y a plusieurs autres éléments. Donc, c'est vraiment un moyen en plus qui peut être utilisé pour améliorer la détection de ce type d'événements avec, en plus de garde outils, avec des services qui ne coûtent pas très cher. Donc là, j'explique juste ce que je l'expliquais un peu plus il y a quelques minutes avec la création des métriques et tout. Et là, du coup, on voit bien que lorsqu'on a fait tout le process et qu'on effectue ce type d'action, on a des logs qui disent bien que voilà l'événement que tu m'as demandé d'alerter, qui est bien là et justement qui est potentiellement malveillant. Donc, effectivement, là aussi, on a aussi, dans un cas où, par exemple, on veut filtrer, on veut éviter, on veut détecter quand elle est partagée publiquement la capture, on peut utiliser un pattern différent, mais là, c'est vraiment la construction du pattern qui sera au choix. Donc, ça, c'est un moyen de détecter ce type de menace, d'améliorer la détection, en tout cas, de ce type de menace et de façon simple, pas très coûteuse. On peut aussi avoir un autre moyen, pardon. Là, ce serait plus pour les types de menaces d'ajout d'une entité à la SIM role, polycident role. Donc, pour ce type de menace, encore une fois, c'est des éléments qui peuvent être détectés ou pas, encore une fois, en façon de l'utilisation de garde d'outils. Parce que, comme j'ai dit au début, si vous n'utilisez pas votre compte Amazon, garde ne va rien détecter, étant donné qu'il a besoin d'apprendre sur votre utilisation de façon générale. Donc, si vous avez un compte personnel, comme moi, qui n'est pas utilisé que lorsqu'on fait des projets ou lorsqu'on veut juste apprendre davantage, Gravity ne vous servira pas à grand-chose parce qu'il n'a rien appris, il ne peut rien dire. Et donc, d'autres éléments qui peuvent être des mécanismes qui peuvent être utilisés pour améliorer ce comportement-là et aussi limiter les faux positifs. Parce qu'en fonction de l'utilisation, dans ce cas-ci, par exemple, il pourrait y avoir beaucoup de faux positifs. Si juste un utilisateur de l'entreprise vient modifier un code, dans ce cas, Gravity va potentiellement remonter l'alerte plusieurs fois et tout le temps. Donc, un autre moyen aussi facile de pouvoir détecter ça, c'est en combinant 3 services. Là, c'est un exemple, mais après, on peut vraiment faire juste une imagination pour mettre plusieurs choses en place. On a le service EventBridge, qui est, on va dire, un hub d'événements dans AWS, qui permet justement de répertorier les différents events
qui existent et qui sont générés chaque fois qu'on effectue une action ou bien chaque fois qu'il y a une action effectuée dans le compte. Parce que dans AWS, chaque fois que on a un nouvel utilisateur qui est créé, on a une personne qui effectue X ou Y choses, qu'on a un nouveau service qui est mis en place, il y a des calls API, forcément, qui existent et qui sont répertoriés en fonction du type d'événement, mais il y a aussi Eventbridge, justement, qui reçoit l'event. Et derrière cet event-là, ce hub, on peut l'utiliser pour mettre en place des fonctions qui vont détecter. La lambda ici pourrait, par exemple, dire, OK, je reçois l'événement d'ajout de l'entité. Si l'entité qui a ajouté n'est pas dans mon organisation, ou si l'entité qui a ajouté, par exemple, est X ou Y, je m'alerte en disant que cette personne qui a déjà été détectée et qui a déjà été classifiée comme malveillante essaie encore une fois d'attaquer mon système et là, c'est pas bon. Et donc, concrètement, dans ce cas, pour ce type d'attaque, si voilà, on a l'événement s'appelle Update Role Policy. Et derrière, là, on voit le document, comment un texte a été rajouté. Donc, voilà un autre moyen assez simple à mettre en place et pas très coûteux, en plus de garde d'outils, parce que le but est d'améliorer tout le process. La réflexion n'était pas pour justement supprimer comment garde d'outils et le remplacer, parce qu'il est quand même assez intéressant de par l'algorithme de machine learning qui l'utilise. Le but est vraiment de savoir comment l'améliorer et comment mieux détecter et voir détecter plus rapidement du fait de son problème de latence les différentes potentielles attaques malveillantes. Donc, voilà deux éléments qui peuvent s'utiliser après. Une combinaison de plusieurs autres services AWS peuvent être mis en place. Là, j'ai donné deux exemples qui sont couramment utilisés dans les contextes d'entreprise et qui sont assez simples à mettre en place. Mais plusieurs choses peuvent aussi encore être utilisées pour ce besoin-là. Donc, en conclusion, c'est que j'ai beaucoup parlé, mais pour finir, je dirais que voilà, Gold, c'est un service qui est très intéressant et qui justement permet de faire la détection de menaces proprement dites dans AWS. Mais il a des limites et ces limites peuvent être comblées soit par des moyens qui sont pas très coûteux et des services directement dans AWS, comme on a vu avec les deux exemples. Il peut aussi avoir d'autres solutions externes qui sont utilisées. Par exemple, on a de nombreuses solutions qui sont en train de grandir de nos jours, des solutions de CNAPP, on va dire comme des solutions de détection automatique d'environnement clair, c'est des solutions externes qui sont propriétaires d'autres constructeurs et qui forcément impliquent un certain coût, impliquent une installation, impliquent une mise à jour. L'exemple, par exemple, c'est Prisma Cloud. C'est une solution justement qui est développée par Palo Alto pour pouvoir faire de la sécurité, la Cloud Security Posture Management. Ça veut dire la sécurisation de la posture cloud de façon générale. Mais voilà, des éléments pour utiliser gratuitement entre autres, dans AWS. Et c'est déjà un bon début pour pouvoir améliorer ces éléments et en fonction de l'entreprise, de son contexte, aller plus loin. Donc voilà, j'allais terminer ma présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Merci déjà pour d'avoir été là. Et du coup, je vais passer aux questions. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez directement les poser. Je vais commencer par répondre à Madou si toi aussi tu es d'accord avec aux questions qui ont été posées dans le chat. Je suis d'accord. Vas-y, tu peux répondre aux questions. All right. Donc, merci déjà pour votre participation et pour les applaudissements. Je m'applaudis aussi. Donc, allez, première question. Dans la ligne directrice de Yannick, j'ai déjà répondu. Ça, j'espère qu'il a été convaincu au moins avec ma réponse. Je vais donner plus d'éléments. Ensuite, Cédric a dit, par rapport à un outil comme Snort, OK, quelle est la différence au niveau réseau et côté application, attends des alternatives pour le on-premise? Donc, de ma connaissance, Snort, c'est un outil qui fait un peu de l'intrusion détection de système, IDS, IPS. Et par rapport à Snort, la différence niveau réseau, je dirais, grade outil, comme je dis, c'est vraiment lié à la détection d'activité. Donc, il ne va pas forcément entrer en détail dans le réseau. Il est lié au service VPC. Donc, il reçoit les logs des VPC et du coup, il va analyser ces logs-là. Mais il va analyser que les logs qu'il reçoit. Ça veut dire, dans le service VPC, par exemple, en fonction de comment vous le configurez, il y a certains logs qu'on n'allait pas recevoir. Et ces logs que vous ne recevrez pas ne pourront pas être analysés par garde civil qui n'aura pas des informations. Donc, je dirais que Snort, c'est un outil intéressant. Encore, c'est un outil third party. Ça veut dire que ça impliquerait une installation, une configuration. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il est directement dans AWS Guard Outil. Il touche à beaucoup d'autres éléments aussi. Mais côté réseau, principalement, il n'est pas spécialisé dans le réseau, on va dire. Donc, si on veut avoir une meilleure détection, vraiment orientée réseau, Snort pourrait être une meilleure
un meilleur choix. Maintenant, à savoir si on veut mettre la main à la poche pour assurer le coût qu'il faut, pour assurer la maintenance, pour assurer les ingénieurs qui vont comprendre comment il faut, comment ça marche et y remédier, et tous ces éléments-là qui viennent avec les outils third party de façon générale. Donc, c'est ce que je pourrais répondre. Et côté application, attends des alternatives pour le on-premise. Pour le on-premise, il y en a des outils de détection. Bon, là, GuardDuty est vraiment orienté AWS, donc il ne peut pas s'intégrer dans un environnement on-premise. Mais il y a Snowd, comme tu as cité, Cédric. Il y a d'autres éléments d'IDS ou IPS qui existent. J'ai des noms en tête ne me viennent pas, mais je pense juste une recherche où tu trouves beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres outils. Je n'ai pas forcément la connaissance dessus, que je n'ai pas forcément testé. Mais GuardDuty pour on-premise, c'est non. Parce qu'il ne fonctionne pas avec vos serveurs physiques, il fonctionne juste par AWS. Et il est complètement managé. Ça veut dire que vous n'avez pas la main dessus. Donc, vous l'utilisez juste et voilà. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ma réponse te convient, Cédric. Il faudrait que je parle d'autre chose. Okay, non, merci beaucoup, c'est bon. OK. Merci, je suis content que ma réponse te plaise. Ensuite, Franck a dit, est-ce qu'il existe des outils clairement gratuits qui peuvent offrir des services vraiment de détection et prévention cloud? Les outils vraiment gratuits, après encore une fois, gratuits, c'est façon de parler. Parce que GuardDuty, c'est vrai que je vais te montrer le pricing, je peux montrer vite fait. GuardDuty, on va dire, les 3 features que j'ai montrées, c'est des features par défaut. Et on va dire, elles sont disponibles, mais elles ont un coût. Elles sont pas gratuites. Ça veut dire, tu n'utilises pas le service gratuitement et AWS te dit, utilise mon truc comme tu veux, entre guillemets. Donc, derrière, le pricing se passe comment? On a un prix plus en fonction des logs analysés. Comme on peut voir ici, en fonction de la région notamment, c'est-à-dire France, Ohio, etc., on a un prix par quantité de logs analysés, les PC Flow Log, ça c'est les logs vraiment côté réseau, comme on parlait chez justement, DNS Query Log, c'est les logs côté DNS, etc. Donc là, on a un prix par gigabit par mois, par gigabit, voilà. Donc, s'il analyse 500 gigabits de log de ces 2 éléments par mois, il va coûter $1. Donc là, c'est à peu près gratuit parce que 500 gigabits, si tu as une utilisation pardon, assez petite et stable de gigabits, ça pourrait te revenir pas très cher du tout. Mais derrière, comme j'ai dit, il devient de plus en plus cher lorsqu'on d'ailleurs, on est dans une entreprise multinationale qui a 40 000 services, 40 000 utilisateurs. Là, ça peut devenir assez coûteux, quoi. Et derrière, les protections, comme je disais tantôt, S3, Kubernetes et tout ça, c'est des éléments qui coûtent encore en plus, pas millions d'événements. Donc, c'est payé à l'utilisation. Donc, si tu n'utilises pas le service, s'il n'analyse rien, il sera gratuit, mais il ne peut pas rien analyser vu qu'il est obligé d'analyser, de voir ce qui se passe dans ton compte pour pouvoir mieux te détecter. Donc, tu vois quoi, gratuit, ça dépend de l'utilisation, je dirais. Et d'autres outils d'AWS qui sont gratuits, je ne pense pas qu'il y ait de services. Bon, il y en a quelques-uns, c'est gratuits dans AWS, mais la plupart, en tout cas, c'est payé à l'usage. Donc, moins tu les utilises et moins ils vont te revenir. Il faut offrir des séries de détection et prévention cloud. Donc, les éléments, des alternatives qui sont moins chères, entre guillemets, que GuardDuty sont celles que j'ai citées, avec les 2 exemples que j'ai pris. Dans le service CloudWatch, par exemple, avec les filtres qu'on peut mettre en place, les filtres, quand tu les mets, voilà, quoi. Encore une fois, c'est comment les données sont transitées, qui va coûter, mais, ou bien, par exemple, EventBridge, un service qui ne coûte pas, vu que c'est juste les événements que ça analyse, que ça prend. D'ailleurs, ce qui va coûter, c'est l'exécution de la fonction lambda ou bien d'autres services si tu les lis avec autre chose, mais c'est des alternatives moins coûteuses que GuardDuty de prime abord et qui sont intéressantes, qui font le job aussi. Et aussi, GuardDuty est une outil de détection uniquement. Comment la personne peut prévenir un incident? Effectivement, GuardDuty est une outil de détection uniquement. Pour la prévention, ça c'est autre chose. Et la prévention, là, il y a d'autres services AWS qui sont utilisés. Mais GuardDuty uniquement, c'est détection. Il voit un truc, il apprend de ton compte, tes habitudes. Et si un jour il détecte que tu as fait une action que je n'avais pas l'habitude de faire, il t'envoie un message comme quoi c'est bizarre, du moment tu as supprimé un compte, tu as supprimé une data. Est-ce que tu es que c'est légitime cette action? Et c'est tout ce qu'il fait. Pour la prévention derrière, vous pouvez mettre d'autres process, d'autres services, dépendant du type de menace. C'est par exemple, vous pouvez utiliser si c'est des menaces web pour mettre en place un web application firewall. Si c'est des menaces réseau, network firewall, donc il y a vraiment beaucoup d'autres services qui peuvent être utilisés pour prévenir. Mais regarde si c'est vraiment la détection. Voilà.
Et donc, grâce à lui, on ne peut pas prévenir un incident. Plus ou moins, on peut prévenir indirectement dans la mesure où mieux on détecte, mieux on solidifie notre système et du coup, mieux on prévient. Voilà, voilà. Je ne sais pas si la réponse te convient, Franck. Oui, c'est bon pour moi, Christian. Yes. Super. Alors, ensuite, Gaudi est le meilleur sur détection de traits suaves de veste parmi d'autres. Donc, comme je l'ai dit, c'est le seul déjà qui fait que la détection de menaces. Et est-ce que c'est le meilleur? C'est un peu le seul. Donc, on va dire c'est le meilleur par défaut. Et derrière, justement, tu peux l'améliorer, tu peux mettre en place d'autres process, comme je vais présenter des exemples pour pouvoir mieux détecter. Mais c'est vraiment le seul qui utilise l'IA dans le but de détecter des menaces. Après, il y a d'autres features plutôt. Donc, d'autres services, comme par exemple des services réseau, sont utilisés et ont des features pour potentiellement détecter s'il y a un accès, on va dire, qui n'est pas légitime, mais c'est des features qui sont rajoutées en plus. Ce n'est pas les fonctionnalités du service par défaut. Donc, par défaut, c'est vraiment GuardDuty le seul qui a cette fonction-là. Mais après, IAM, par exemple, peut être utilisé avec une feature qui s'appelle Access Analyzer pour analyser des accès et voir si du jour au lendemain, un rôle, par exemple, est dans un scope qui n'a pas été défini par défaut. Mais encore une fois, c'est une feature du service, c'est pas le service en lui-même. Donc voilà. Je ne sais pas si Sorel, c'est bon. Oui, mais merci. Nice. Du coup, Franck, quel serait le pourcentage de FP avec cette appli et comment réduire les faux positifs? Du coup, je suppose que FP implique faux positifs. Pourcentage de faux positifs avec cette appli et comment réduire les faux positifs pour optimiser la détection? On l'a déjà un peu répondu à la fin de ma présentation. Le pourcentage de faux positifs, ça dépend vraiment des use cases. Je pense pas qu'il y ait de pourcentage général de faux positifs parce que dépendamment de comment vous utilisez votre compte et de comment le service est configuré, il peut y avoir beaucoup de faux positifs ou pas. Donc, j'ai pris l'exemple de la modification d'une fonction lambda. Là, par exemple, sur une action, il peut y avoir beaucoup de faux positifs si GuardDuty n'est pas bien configuré. Un autre élément intéressant aussi sur GuardDuty est qu'il peut apprendre de ses erreurs. C'est un bon enfant. Concrètement, lorsqu'on détecte des faux, lorsqu'il détecte une action, comme on peut le voir ici, je partage sur mon écran. Donc ici, là, par exemple, dans Findings, là, on a la liste des findings qui ont été renvoyés par GuardDuty. Lorsqu'on a un finding, en fait, on peut mentionner que la finding est un faux positif. Donc, derrière, il peut lui apprendre de ses erreurs et se dire, OK, ce type d'action, c'est un faux positif, donc je ne vais plus le remonter plus tard. Donc, dans ce sens-ci, il peut, avec une utilisation vraiment intégrée, après, pour ça, il faudrait vraiment l'utiliser. Avec une meilleure utilisation, il peut mieux se comporter face aux faux positifs, pardon. Mais après tout, encore, ça dépend de l'utilisation et il peut y en avoir. Donc, c'est pour ça que d'autres alternatives existent pour limiter ces éléments-là. C'était Franck toujours, et je pense que la réponse te va, I guess. Oui, tranquille, Christian, merci. Yep, yep. Détecteur de menace peut-il devenir une menace? Oui, il peut. Pas forcément, non. Non. Détecteur de menace ne peut pas devenir une menace dans la mesure où, bon, après, ça dépend vraiment dans quel cadre on se positionne. Dans le cadre de moi, on va dire juste employé ou bien d'entreprise, on va dire qui exerce dans un domaine, je sais pas moi, comme l'informatique ou des domaines pas très critiques, pas forcément, dans la mesure où il va juste détecter les menaces et basta. Il peut devenir menace si on monte vraiment plus haut dans le cadre des multinationales qui traitent des domaines, on va dire, étatiques et très, très, très privés. Dans ce sens, il peut devenir menace côté État, organisation carrément, parce que derrière, ils manipulent vos données. Et qui dit manipule les données dit qu'il est stocké quelque part, il voit comment ça marche. Et du coup, là, vous pourriez soulever certaines contraintes ou bien certains éléments qui ne vous plaisent pas, comme voilà, on a un service que je ne maîtrise pas qui manipule mes données, on ne sait pas ce qu'il fait avec. On peut voir ça comme une menace dans ce sens, mais c'est vraiment lorsqu'on est au plus haut, quoi, lorsqu'on est dans un contexte qui est vraiment très, très, très privé, très étatique, par exemple, des données nucléaires, des éléments comme ça. C'est les discussions qui sont actuellement pour l'utilisation de façon générale d'AWS, vu que c'est un constructeur, c'est un cloud provider américain, mais bon. Il y a d'autres éléments qui sont mis en place pour qu'AWS a pu partager pour mieux sécuriser ses clients et leur dire qu'on n'a pas accès à vos données. Ça, je pourrais en parler lors de
dans une autre session de dimanche du cloud, à voir avec Amadou. Mais effectivement, je pense qu'il peut devenir une menace potentiellement à ce niveau-là. Mais au niveau, on va dire, normal, il n'est pas une menace parce qu'il détecte juste les informations et voilà. Je pense qu'il est aussi important de parler de l'intégration de certaines notamment sécurité où il envoie certaines séquences. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas entrer en détail, c'est vrai. J'aurais peut-être dit, mais le but de ma présentation, c'est vraiment de voir est-ce qu'il marche bien, est-ce que ces détections sont optimales ou pas. Mais effectivement, il s'intéresse beaucoup de services AWS, comme tu l'as si bien dit, Stéphane, Security Hub. Mais après, j'en ai un peu parlé à ce niveau-ci où j'ai parlé de Route 53, Cloudflare, Lambda, etc. Donc, c'est un outil qui s'intègre à beaucoup d'autres services Amazon. Et derrière, on peut le lier à Security Hub, qui justement est un hub de sécurité dans AWS et tout ça, quoi. Donc, je dirais que effectivement, ça peut être intéressant d'en parler pour voir comment il est utilisé. Mais là, pour le coup, c'était vraiment de voir si il marche, entre guillemets, ou pas. Mais tu marques un bon point et encore une fois, ça pourrait être un autre sujet de dimanche du cloud. Comment pourrais-je contacter directement? Pour me contacter directement, tu peux juste aller me follow sur LinkedIn, comme ça on deviendra amis professionnels. Donc, bon, LinkedIn, je vais le mettre ici. Je vais le mettre dans le chat aussi pour ceux qui veulent, On ne sait jamais de quoi faire demain. Hein. Et c'est là. Donc, voilà mon LinkedIn. Et je partage vraiment des informations, des éléments intéressants sur la sécurité, sur le cloud, vu que c'est une des choses que j'aime bien faire et auquel je réussis actuellement. Donc, voilà, on pourra rester en contact, partager, discuter, opportunités professionnelles et tout ça. Donc, voilà mon LinkedIn où tu peux me contacter. Et après, je pense que c'est tout comme question. Ah oui. Et aussi, important de mentionner comment GAD minimise les faux politiques, quelles sont les meilleures pratiques à suivre. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit, avec justement l'option, on va dire, qui te permet justement de mentionner un finding comme faux positif pour que l'algorithme du coup derrière qui est en bas puisse s'améliorer. Et en fonction aussi des actions, encore une fois, de l'utilisation. Hein. Et bon, tant que je parle de configuration des services, je parle notamment de cet élément-ci, où tu peux vraiment lui faire apprendre davantage en mentionnant qu'une fois il info positif pour améliorer sa détection. Quoi. Et quelles sont les meilleures pratiques à suivre pour garantir que ces services sont exploitables. Donc, les meilleures pratiques à suivre pour que ces services soient exploitables, c'est, je dirais, déjà, ça sert par exemple d'utiliser GODS si vous avez un environnement AWS qui n'est pas en mouvement. Donc, c'est un environnement où il n'y a pas forcément de ressources configurées. Ça sert pas à grand chose parce qu'il aura justement beaucoup de faux positifs et que il va plus vous coûter. Quoique $1, ça peut être rien, mais ça dépend de vos poches. Derrière, c'est encore une fois plus quand le compte est vraiment en mouvement, il y a beaucoup de logs qui circulent, beaucoup d'éléments, beaucoup de données qui circulent et qui communiquent entre elles. Donc là, ça réduirait déjà l'effet positif parce que plus il a de données, plus il apprend et mieux il se comporte. Et ensuite, je dirais, les différents plans de protection que vous mettez en place et l'application aussi joue un rôle. Parce que je pense que voilà, en mouvant dans le cloud et en configurant des services comme ça, l'application doit aussi être adaptée à ce type d'environnement. Donc, bien configurer son application aussi, avec potentiellement bien numéroter, bien auto-commenter certains éléments, bien certains remonter, bien les faire. Du coup, le service va puisse justement l'utiliser, l'exploiter, peut jouer un rôle dans la réduction des faux positifs et dans justement la meilleure utilisation. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour la réduction des faux positifs et la garantie, du moins une garantie, on va dire, pour avoir un meilleur taux d'alerte exploitable, parce que rien n'est garanti encore une fois, mais on essaie juste d'améliorer pour ne pas se retrouver un jour avec tout son système HS et avec un blue screen update. Pour ceux qui connaissent, il y avait une amende des millions d'euros à payer. Donc voilà. Et c'était tout pour les questions. Super, bravo Christian. Et merci à Madou et merci à vous tous encore pour les questions. Il y Et avait... j'espère que vous sortirez du moins de cette présentation avec des éléments intéressants sur AWS et sur la détection des menaces. Je pense qu'ils ont apprécié, les gens sont restés jusqu'au bout. Et puis il y avait plein de questions. Donc, tu reviens quand tu veux, en fait, sur ces sujets.
Ah, il ne faut pas le dire deux fois, ça. Hein, pas de souci, on va planifier, mais je pense que ça plaît beaucoup. Et bah, je te remercie encore une fois. Et comme je disais dans le chat, hein, la session est enregistrée. Je pense que les replays seront disponibles peut-être d'ici demain ou au plus tard d'ici mardi. Donc, si vous suivez la chaîne Le Clap Facile sur LinkedIn ou sur YouTube, vous allez voir l'information passer. Dans le groupe WhatsApp aussi, si vous êtes dans la communauté, on va partager les replays. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, je te remercie beaucoup, Christian, pour ce dive deep sur tout ce Merci à toi. gestion des sécurités. Et je pense qu'il y a un ou deux sujets, je pense qu'il faudra que tu reviennes en parler. Hey, avec grand plaisir. Ouais, super. Merci à la communauté. On se retrouve dans 3 dimanches. On aura un autre speaker. Le sujet sera annoncé, hein, je pense, d'ici quelques jours. Et puis, dans 6 dimanches, je pense qu'on va avoir un sujet sur tout ce qui est Big Data sur AWS. Donc voilà, il y a un planning assez chargé. Donc voilà, merci beaucoup d'être fidèle à ces sessions. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous apporte beaucoup de valeur. Merci de faire partie de la communauté Cloud Facile. Et j'ai envie de laisser le mot de la fin à Christian, du coup. Merci encore tous d'avoir été là. Et encore une fois, j'espère que vous aurez appris certaines choses côté menaces, détection AWS. Et si vous êtes intéressé, continuez de vous former parce que la vie, c'est un apprentissage, comme on dit. Hein. Elle nous enseigne tous les jours, mais on continue d'être enseigné. Donc, passez les certifications, travaillez ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Et la finalité est qu'effectivement, côté sécurité en tout cas, que vous ayez un système qui soit le plus sécure possible, sachant qu'on est effectivement pas à l'abri de n'importe quelle attaque, mais au moins que vous vous retrouviez pas en dépôt de bilan. Merci, monsieur l'expert, comme dirait Dynamo dans le chat. Merci, Dynamo. Merci, Christian, c'était un plaisir. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Allez, bonne soirée à tous. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée.